Merci à tous d'être là pour cette nouvelle session collective destinée à l'écosystème des anthropodontes de santé. Je suis Anaïs Salzac, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis responsable partenariat anthropodonate de santé au Data Hub et j'ai été chargée notamment de coordonner le groupe de travail dont on va parler des résultats aujourd'hui, celui qui est concerné la standardisation et l'interopérabilité du socle commun anthropodonate de santé. Je suis accompagnée de Mathieu Goujon, qui est également responsable partenariat au Data Hub, et de Vianney Jouet, qui était un des copilotes du GT, avec Olivier Steichen de la PHP. Et Vianney, je vais te laisser te présenter. Bonjour à tous. Vianney Jouet, je suis praticien hospitalier au CHU de Bordeaux. Je suis médecin de santé publique spécialisé en informatique médicale. Et au CHU de Bordeaux, je m'occupe plus spécifiquement de la mise en œuvre de l'entrepôt de données de santé de cet établissement. J'ai eu la chance de copiloter ce groupe de travail avec Olivier Station de la PHP, avec qui en binôme, on va dire, on a animé ce travail de définition du standard au-dessus du socle de données commun. Le détail va vous être présenté après par Anaïs, mais je voulais souligner des choses qui me paraissaient importantes et qui probablement susciteront après des questions de votre part dans la présentation. La première chose, c'est que c'est un travail collectif. Donc certes, on a copiloté avec Olivier, mais il y a un énorme travail qui a été fourni par plusieurs EDS de plusieurs établissements avec une très forte implication. La plupart des définitions ont été faites dans des sous-groupes qui ont fonctionné de façon autonome. Et donc, on peut que remercier tous les établissements qui ont contribué avec une contribution très forte et très engagée. Et comme elle était très engagée, elle a suscité de nombreuses discussions. Je pense que beaucoup d'entre vous le savent, définir un standard, ça nécessite aussi de faire du consensus. Et donc, sur certains points, il a fallu discuter, trouver des solutions consensuelles, ce qui peut aussi générer des ambiguïtés. Vous pourrez les discuter probablement après. Donc, il faut vraiment remercier ces établissements pour leur engagement et le travail fourni. C'est extrêmement important de garder ça en tête, que c'est un travail collectif. Un autre point important, c'est que, en réalité, je crois que le travail qui est accompli aujourd'hui, c'est plus un point d'étape qu'une fin en soi. Il reste beaucoup de travail, ça, je crois qu'Anaïs assistera à la fin, à la fois pour essayer d'implémenter, de regarder sur la base de ces définitions, est-ce qu'on arrive à l'implémenter correctement. Mais de toute façon, il y a un travail à faire pour penser comment faire évoluer ce standard, parce qu'il n'est probablement pas fini en soi. Les implémentations vont en montrer les limites, et donc il faudra être capable de le faire évoluer. Comment le maintenir dans le temps et comment aussi installer une gouvernance autour de ça pour qu'il fonctionne correctement. C'est des points, il me semble, essentiels. Comme vous le verrez, ça reste incomplet, ça reste imprécis à certains égards. J'imagine que vous aurez beaucoup de questions et c'est tout à fait logique vu là où les points où on en est arrivé. Donc j'espère que ça suscitera de nombreuses questions, y compris un regard critique sur ce qui a été fait, justement pour permettre de pousser des évolutions qui doivent être faites. Et un dernier point essentiel, et avant de rendre la parole à Anaïs qui va vous présenter tout ça, mais je voulais remercier particulièrement Anaïs parce qu'elle a animé, organisé, rendu compte, amené le consensus, produit les documents, ce qui est un travail assez gigantesque. Il faut le saluer particulièrement parce que je crois que sans sa présence, nous aurions pu discuter pendant des heures, mais certainement pas produire ce qui est fait aujourd'hui. Donc, je ne peux que la remercier et la féliciter pour la qualité de son travail et de son accompagnement, et de fait, l'équipe du Health Data Hub qui était derrière elle. Merci beaucoup, Vianney. J'en profite, vu qu'on aborde les questions, vous avez un outil de questions-réponses, n'hésitez pas à l'utiliser, hein. Nous, comme ça, on les voit au fur et à mesure et on peut les traiter dans les temps adéquats au cours de la présentation. Donc voilà, n'hésitez pas à intervenir via ce biais-là. Je propose qu'on attaque la présentation en elle-même. Voici donc cette première session, on va aborder pour certains d'entre vous, on va rappeler le contexte du GT en matière d'objectifs et d'organisation, pourquoi, dans quel cadre il a eu lieu et pourquoi. On reviendra également sur un état des lieux qui a été fait dans le cadre du GT autour de la standardisation des EDS. On parlera également du choix du cadre de modèle standard qui a été discuté et on abordera l'élément principal qui est la standardisation du socle, les choix qui ont été faits par le groupe de travail et les arbitrages. Et enfin, on abordera la suite de ces travaux. Donc, ce groupe de travail, à l'origine, il est issu d'un autre groupe de travail qui a été dédié à définir un socle
de données commun à l'ensemble des entrepreneurs de santé. Ce groupe de travail, il a été missionné par le comité stratégique des données de santé en 2023 et il a abouti à une première version avec 51 items répartis en 5 catégories. À la suite de ce GT, l'idée c'était d'avoir ces 51 items qui étaient assez bruts, hein, c'est juste des noms de données avec des descriptions, de savoir comment est-ce qu'on pouvait réfléchir autour de la standardisation de ces items pour permettre son partage entre les ETS. Donc, l'objectif du GT était de spécifier pour chaque item un format, la sémantique qui permettait de représenter ces items de façon standardisée d'un entrepôt à l'autre et, dans la mesure du possible, de définir les indicateurs de qualité, des méthodes de comparaison pour s'assurer que les résultats étaient bien homogènes. Donc, ce GT, il s'est déroulé de janvier 2024 à octobre 2024 à peu près. Il y a eu 13 séances plénières qui se sont déroulées avec l'ensemble des membres du GT. Vianney l'a évoqué, on a mis en place des sous-groupes thématiques pour travailler en chambre et anticiper, voilà, préparer ce travail et proposer en séance plénière un travail assez abouti et permettre de discuter des points d'arbitrage les plus importants. Il y a 2 modèles standards qui ont été plébiscités, je reviendrai dessus par la suite. On a rédigé au total 10 livrables, 2 par catégorie d'items. Et il y a eu 53 membres permanents qui ont été mobilisés. Alors ces membres, ils sont issus principalement des représentants des lauréats de l'appel à projet EDS qui ont été fortement mobilisés et aussi des représentants de certaines institutions et partenaires publics qui pouvaient être concernés par le sujet. En termes de méthodologie, il y a eu 2 grandes phases. La première, elle nous a permis de faire un premier état des lieux via un questionnaire qui a été rempli par les structures membres du groupe de travail. Et la deuxième, voilà, qui a été également, euh, qui a intégré également une réflexion autour du standard commun qui servirait de base aux travaux de standardisation des items. Et cette deuxième phase, une fois qu'on avait ce contexte plus un standard sur lequel se baser, on a pu s'attaquer vraiment à toutes les catégories. Donc, on a créé ces sous-groupes selon les différentes catégories de, d'items. Et à chaque fois, les sous-groupes ont préparé la standardisation de chacun des items de leur catégorie pour pouvoir les présenter lors des sessions plénières et discuter des points d'arbitrage. Donc ça a plutôt bien fonctionné, hein. Ça s'est réparti tout au long, au fur et à mesure. On avait fait un planning. Certaines catégories qui ont mis un peu plus de temps que d'autres, forcément, il y a des complexités qui divergent, mais globalement, l'ensemble des items ont fait l'objet de discussions au sein du groupe. Donc, je disais, il y a une première phase qui a intégré un état des lieux de la standardisation des entrepôts de données de santé. L'idée, c'était d'avoir un peu une vision globale de ce qui se faisait en matière de standardisation au sein des entrepôts pour pouvoir se baser aussi sur ces éléments-là, pour avoir une idée aussi de la capacité de mettre en œuvre ce socle au sein des établissements. Il y avait en réalité 2 questionnaires, un questionnaire assez global pour recueillir les informations d'ordre général sur les usages, l'organisation en matière de standardisation, un questionnaire plus détaillé, c'est-à-dire qu'on a soumis la liste des items et l'idée c'est de savoir si ces items ils étaient intégrés déjà dans le DS et de quelle manière ils étaient standardisés si c'était le cas. À savoir que cet état des lieux, il a été réalisé fin 2023, début 2024, et du coup, ça reflète l'écosystème à ce moment-là. Mais certainement, depuis, il y a eu beaucoup d'évolutions, sachant le dynamisme de l'écosystème sur le sujet. Donc, ouais, à prendre avec des pincettes, c'est le reflet de la situation au début du groupe de travail. Donc, voilà, quelques chiffres globalement. On a eu 16 répondants, hein, différents niveaux de granularité. Ça, les répondants étaient assez libres en fonction de leur organisation de répondre soit de manière individuelle par établissement, soit par groupement d'établissements. Donc, comme les lauréats sont pas mal représentés par des groupements de CHU, de CHU, CHR, qui représentent la majorité, mais on a également des hôpitaux privés qui faisaient partie du groupe de travail. Donc, ça permet d'avoir quand même une certaine pluralité des visions et de se concentrer sur différents éléments. Donc, on s'est avéré que le modèle standard était en cours de mise en place chez 9 des répondants, mais déjà effectif chez 7 d'entre eux. Ça prouve que
c'est quand même un sujet à standardisation pour tous les EDS, et c'est bien normal. Les choix de standardisation sont faits parfois en commun avec d'autres territoires, notamment pour 6 des répondants, et 3 prennent en compte également la dimension nationale et internationale dans leurs choix. Sur 7 des répondants avaient réalisé des travaux, études en amont pour concernant la standardisation de leur EDS. 6 avaient étudié également les contrôles de mesures de la qualité de la standardisation. Une grande majorité réalise ces travaux-là en interne, mais il y en a quand même 7 qui externalisent au moins une partie de travaux relatifs à la standardisation de leur EDS. Une grande majorité ont déjà ou ont prévu de rédiger de la documentation en matière de standards et 6 sont déjà propriétaires de scripts d'alignement et les autres, soit ils n'en ont pas encore, soit ils n'en sont pas propriétaires. En matière de modèles de données standards et de terminologie, on a également interrogé sur les différents modèles utilisés. C'est OMOP et FHIR qui sont largement plébiscités dans l'écosystème. Alors, on parle de modèles de données utilisés ou prévus au sein de l'EDS, c'est pas forcément le langage choisi pour le stockage. Et en matière de terminologie, on retrouve les principales terminologies, hein, bien sûr, dans la majorité des répondants, donc Loïc, Classic 10, CCM, ATC, SNOMED, sachant qu'il y a eu pas mal d'autres terminologies qui ont été citées. Voilà. Je vous aurai le support par la suite si vous voulez en savoir plus. Après, il y en a qui se recoupent entre elles. C'est un peu un melting pot de toutes les terminologies qui ont été citées, mais c'est important qu'on ait une visibilité sur l'ensemble. Pour les questionnaires détaillés, donc ceux qui détaillaient l'ensemble des items, on a eu un peu moins de réponses, une dizaine, parce qu'il faut déjà avoir un entrepôt de données de santé dans les tuyaux pour pouvoir y répondre. Ça a permis de savoir pour chacun des items si celui-ci était présent ou prévu dans le DS, s'il était déjà intégré dans un modèle. Euh, on a constaté que une large majorité des données du socle, hein, des items, étaient bien prévues dans les EDS. Donc ça permettait de confirmer aussi les choix qui avaient été faits par le précédent GT. Également, on donnait la possibilité aux répondants de préciser pour chaque item le format, la source, la terminologie, les métadonnées, s'ils avaient des éléments relatifs à la qualité sur ces items-là. Et on a pu constater que les items n'étaient pas forcément intégrés dans un modèle standard, mais qu'il y avait quand même des grandes similitudes dans les choix de standardisation pour ces items-là. Voilà pour cette première partie sur l'état des lieux. Dans cette première phase, il y avait également la question d'un choix d'un standard qui servirait de base de travail, hein, pour pas partir de zéro et s'inscrire aussi dans un élément standard qui est partagé par d'autres acteurs. Donc, il y a eu des discussions qu'on avait proposées. Euh, Très vite, il y a 2 modèles qui ont émergé, qui ont été plébiscités, d'une part par l'état des lieux, mais aussi par connaissances qu'il y avait sur le sujet. D'un côté, OMOP, qui concerne plutôt la standardisation structurelle et sémantique. Elle est très axée sur le questionnement des bases de relais, bases de données relationnelles. Par contre, c'est un modèle qui est très structuré, qui a moins de flexibilité forcément, et ça pose la question pour certaines variables, est-ce qu'elles sont intégrables dans ce modèle-là? Et par contre, on l'a vu dans l'état des lieux, c'est un modèle qui est quand même relativement répandu au sein des membres du GT. Donc la question de la mise en œuvre se pose également là-dessus. Côté Fire, c'est plutôt centré partage de données autour du patient, la communication. C'est beaucoup plus flexible et ça permet d'intégrer beaucoup plus de cas d'usage que au MOP. C'est également très intéressant en matière de documentation et de spécification, mais par contre, ça nécessite une montée en compétences, un vrai coût d'intégration, et on a vu dans l'état des lieux que c'est pas un modèle qui était très répandu au sein de l'écosystème, donc qui pouvait poser la question de la mise en œuvre pour le socle qu'on souhaite utiliser. Alors, à savoir que ces 2 standards, ils n'interviennent pas au même niveau du cycle de la donnée, ils ne s'opposent pas forcément, ils peuvent être complémentaires.
Et pour illustrer ça, on a fait ce petit schéma qui montre un peu le cycle de vie. On voit bien que Fire il intervient dès l'utilisation primaire hein, au sein de vos systèmes d'information et il peut être également intégré dans l'EDS, tandis qu'au MOP, il intervient tout en bout de chaîne au niveau de la mise en qualité et la réalisation d'études. Je vois qu'il y a déjà une question. Pouvez-vous donner un exemple sur l'incapacité à standardiser certaines variables avec le standard OMOP? Je pense qu'on pourra aborder ce sujet-là plus tard. On va détailler un peu les différentes catégories thématiques et là, on aura l'occasion de montrer certains exemples qui ont posé problème au groupe de travail et sur lesquels on a dû trouver des solutions alternatives. Je ne vais pas encore trop vous spoiler. Donc, en termes de choix final, voilà, pour résumer un peu l'avis du groupe de travail, l'avis global, hein, on s'est mis d'accord sur le fait que OMOP, il a des limites. Par contre, c'est un standard concret qui est déjà pas mal intégré ou prévu déjà dans les entrepôts des santé. Certaines utilisations dans l'écosystème répond notamment aux besoins globaux du GT, qui est de la création de bases standardisées pour réaliser des études communes, des études multicentriques. Sur le socle, par contre, voilà, il y a un périmètre de données spécifique et peut-être que certaines données ne pourront pas être intégrées de manière évidente. Par contre, Fire, on se rend compte qu'il y a une flexibilité, que c'est un modèle qui offre des perspectives pour faciliter l'alimentation des ES. Par contre, c'est pas forcément tout à fait l'usage du GT et il y a cette question de la montée en compétences qui peut être assez coûteuse. Donc, on en a conclu sur le modèle OMOP comme cadre pour définir les items de manière globale. Et on a également souhaité créer un sous-groupe spécifique pour travailler à un guide d'implémentation Fire qui permettrait, en complément de ce qui est fait sur OMOP, de proposer une méthode, une démarche à suivre avec les membres du GT qui étaient intéressés, qui maîtrisaient ce cadre et qui souhaitaient s'acculturer à ce modèle et offrir ainsi à l'écosystème une alternative et une extension de ce qui est proposé sur Home. On va attaquer la standardisation HomeOp du socle. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Si ça vous va, j'enchaîne. Donc, en termes de procédé de standardisation, rien de très surprenant. L'idée, c'était pour chaque item, de définir les éléments de standardisation. Donc, la méthodologie qui a été utilisée, globalement, elle consistait à identifier les tables OMOP qui paraissaient pertinentes et au sein de ces tables, identifier les champs qui correspondent à la description de l'item en essayant de s'en rapprocher le plus possible. Qui intégrait aussi la notion des métadonnées qui était précisée également dans le socle en favorisant bien sûr ce que OMOP, enfin essayer d'être le plus proche de ce que OMOP préconise. Ensuite, il y avait une étape de définition des éventuels critères d'identification de qualité relatifs à l'item et si c'était pertinent, identifier les terminologies standards et les codes associés. Donc, c'est un procédé qui a été mené pour chacun des items et selon les cas, on a eu différentes problématiques, arbitrages qui émergeaient. Donc, parfois, on en parlait, les variables ne faisaient pas l'objet de préconisation dans le modèle OMOP, donc il fallait trouver un moyen de les décrire pour pouvoir décrire l'ensemble du socle. Des fois, on avait des points d'intention concernant la sélection des données, la collecte des données sources. Donc ça, c'était plutôt métier de savoir s'assurer qu'on collectait bien le même niveau d'information d'un EDS à l'autre. Ça demandait parfois de rajouter des précisions qui sont pas forcément prévues dans MOP, mais qui sont importantes pour avoir un socle qui soit homogène. Des fois, il y avait des imprécisions dans le données, enfin, dans le socle et besoin d'adapter aussi le modèle au système français. Et des fois, il a fallu également ajouter des éléments complémentaires qui n'étaient pas prévus par le socle, mais qui apparu nécessaires à son implémentation. Donc, c'est pas un cas qu'on a rencontré souvent. On vous en parlera quand il est survenu. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, on a repris à chaque fois les 5 familles d'items qui ont été définies dans le SOC. Donc là, on démarre par les données d'identification qui comprennent un pan autour de l'identité du patient avec NIR et NS, date de naissance, date de décès, rang gémellaire du bénéficiaire
et environnement, adresse géocodée, iris de l'adresse. Donc, c'est les éléments qui ont été préconisés par le JT-Socle. On a décidé, dans le cadre du groupe de travail standardisation, de s'affranchir des éléments relatifs au réglementaire. Tout ça, on est sur un monde théorique où on a la possibilité d'intégrer tous ces éléments dans les entrepôts de données de santé. Donc, c'est là-dessus qu'on s'est concentré et pas d'autres questions vraiment sur la partie technique en elle-même. Donc, pour les données d'identification, il y a donc 6 variables et 3 variables ont été définies selon les préconisations du modèle sans trop de soucis. Donc, la date de naissance, la date de décès, l'adresse géocodée. Après, il a quand même fallu enrichir de quelques préconisations pour certaines imprécisions, notamment la date de décès. Il n'y avait pas de méthode de rapprochement homogène entre les données des EDS et les données qui viennent de l'INSEE. Donc, on préconise aux porteurs d'EDS de les documenter pour que, lors de l'utilisation des données, les chercheurs et les porteurs de projets puissent avoir cette information et utiliser les données en connaissance de cause. Il faut également documenter la méthode de géocodage pour les mêmes raisons et décrire le niveau de qualité atteint pour permettre la réutilisation optimale par les porteurs de projets. Il y avait 3 autres variables qui ne faisaient pas l'objet de préconisations spécifiques dans le modèle ONOAP. Donc, pour le NIR-ENS, on a créé une table dédiée qui est lisible dans les livrables. Le rangé Meller, elle a été intégrée dans cette nouvelle table dans un champ dédié. Et pour l'IRIS, le groupe de travail a choisi de réutiliser le champ Conti, qui n'est pas forcément prévu pour ça à la base, mais plutôt pour les adresses américaines. Mais dans le système français, c'est un champ qui reste libre, donc on a choisi de l'utiliser pour l'IRIS. Concernant les métadonnées, il y a des métadonnées qui sont préconisées dans le socle. Par contre, le modèle ne permet pas de stocker la date de recueil de l'information. Donc, les adresses sont mises à jour lors des venues dans l'établissement et donc le GT a préconisé de mettre à jour les données de géocodage lors de chaque visite dans l'établissement de santé. Yannick, je ne sais pas si tu veux compléter sur cette première famille des éléments qui te paraissent importants. Non, mais je pense que ça met en évidence, il y avait la question qui était posée sur les limites Mm. au MOP, sur ces variables-là qui sont des variables directement identifiantes pour les patients et qui, donc, de toute façon, ça fait l'objet de discussions, ne sont pas présentes nativement, ne peuvent pas être présentes adossées aux données cliniques. Évidemment, elles ne sont pas présentes dans le modèle OMOP. Et si on faisait une comparaison OMOP FHIR, ben, nativement FHIR étant fait pour transmettre de l'information de patients identifiés, identifiables, on va trouver des champs tout de suite disponibles et on va pouvoir faire le profil correspondant. Donc là, on voit une différence, mais on voit aussi que c'est des variables qui sont assez marginales, peut-être très spécifiques et de toute façon assez complexes à intégrer dans des entrepôts simplement d'un point de vue réglementaire. Alors, on n'a pas traité le problème réglementaire, hein, je le redis là, mais on voit bien que forcément des modèles un peu standards pour l'utilisation secondaire vont surtout pas intégrer ces données puisqu'elles sont pas censées y être, versus des modèles qui sont plus dans le soin vont les intégrer nativement et permettre de les modéliser plus efficacement. C'est un des exemples. Je pense qu'il y en a d'autres, mais ça me permet de répondre aussi à la question qui était posée, hein. Globalement, il n'y a pas de point bloquant sur OMOP qui a complètement empêché les travaux. Les points de blocage après étaient plutôt sur des définitions plus précises de variables. Mais je vais me taire parce que sinon je vais tout spoiler, Anaïs, donc je te laisse la Problème. parole. Ok, une autre question. Quid de ce que font les autres pays? Il semblerait qu'OMOP soit souvent utilisé en France, tandis que FHIR soit plus utilisé dans les autres pays. Quid du AGH européen? Et vous êtes-vous penché sur les projets d'échange de données EHR et XShare? Je sais pas si... Alors, Plusieurs questions. ouais, il y a beaucoup de questions dans la question. Donc, ce choix et ces discussions entre Fire et Omop, je pense que elles étaient très importantes et vous avez constaté que le choix qui a été fait de ne pas complètement choisir, simplement pour permettre aux gens de commencer à proposer des définitions techniques implémentables. Omop, c'était vraiment beaucoup plus accessible pour les gens qui étaient dans le groupe, donc c'est un bon moyen de voilà, d'avoir un format sur lequel s'appuyer pour échanger, se mettre d'accord sur des définitions, y compris sur la sémantique et les terminologies qui sont quand même assez cadrées et disponibles tout de suite dans OMOP. En parallèle, on a aussi fait ce groupe Fire, donc a été poussé très fortement, ça me permet de citer son nom parce que j'aime bien citer son nom, parce qu'il a poussé, aidé et valorisé ce travail, c'est important, qui était porté par David Wagne, notamment à la PHP,
qui en a profité pour former un certain nombre de personnes au profilage en Fire. Donc, typiquement, ça a permis à un certain nombre de personnes de monter en compétences, mais on voyait bien que si on partait sur tout Fire, en fait, David Wine allait travailler tout seul, ça allait lui donner un travail énorme, et puis ça aurait été difficile d'obtenir le consensus, et donc on a choisi de garder les deux. Et donc, je pense que la discussion n'est pas terminée. Je ne sais pas où ça finira. Et justement, l'implémentation, ça permettra de répondre. Euh, en ce qui concerne les choix en Europe, en France, partout, donc à l'échelle européenne et dans le monde, sur utilisation secondaire des données, pendant de très nombreuses années, là, OMOP s'est quand même déployé très très largement. Il y a des très très grands réseaux fédérés qui s'appuient sur OMOP, et y compris en Europe, hein. Il y a des choix qui ont été faits d'implémentation dans des réseaux qui s'appuient sur OMOP. Mais sur le versant plus soin, Fire se déploie de plus en plus. Il y a des pays qui sont maintenant intégralement en Fire, y compris en Europe. Et donc, c'est intéressant de s'intéresser à ces profilages qui sont faits pour voir s'il n'y a pas des ressources à utiliser. En revanche, sur la version utilisation secondaire des données, Fire, il y a quelques initiatives, mais on n'y est pas encore sur des implémentations très concrètes et très, très largement partagées. Il y a des choses qui sont faites, Fire on OMOP, ou alors Fire to OMOP, donc pour faire communiquer tout ça, ou exposer des données de OMOP en Fire, ce genre de choses. Donc, on voit très bien la complémentarité. Du coup, vraiment, je crois qu'il faut que la question elle est importante, hein, qui est posée sur les choix des autres standards, parce qu'il faut rester ouvert sur ce qui se passe, notamment à l'international, pour être capable d'adapter ce qu'on fait en France, surtout pas s'enfermer dans un modèle franco-français. Déjà, choisir OMOP ou Fire, c'est mieux que de dire on va faire un modèle à façon, ce qui aurait pu être une conclusion du groupe. Heureusement, on n'est pas arrivé là, mais je pense qu'il ne faut pas considérer que tout ça est figé, hein. Mon premier point, c'était ce que je vous disais en introduction. C'est nécessairement un travail qui doit être mené, gouverné et prolongé aussi pour s'intégrer dans ce qui sera fait à l'échelle européenne. Je crois qu'au niveau de l'EHDS, sur le versant recherche, ça n'a pas du tout été tranché encore. Il y a des initiatives qui poussent très fort pour HomeOp, il y a des initiatives qui poussent très fort sur Fire. Et je crois qu'on a intérêt à rester ouvert sur les deux sujets et peut-être d'autres qui émergeront dans les années à venir, parce que ça va très vite sur ces sujets malgré tout. Gagner, effectivement, on pourra en reparler un peu plus tard, mais c'est vrai qu'il y a un enjeu autour de la gouvernance de ces travaux. Là, c'était une première version qui va évoluer et qui évoluera certainement avec l'écosystème. Et les questions de l'EHDS seront bien sûr au cœur de la réflexion. On continue avec l'autre thématique. Donc, il y a une petite partie des données du PMSI qui ont été intégrées dans le socle. Donc, âge, sexe, code géographique de résidence, les diagnostics, les actes et tous les éléments autour du séjour, date de début, date de fin et les modes d'entrée et de sortie. Donc, pour ce périmètre-là, il y a 7 variables qui ont été intégrées sans trop de problèmes au modèle, à savoir que le GT a quand même enrichi les préconisations du modèle pour les adapter aux spécificités du système français, lever quelques imprécisions. Les membres ont par contre alerté sur le caractère incomplet ou absent de certains alignements qui sont utilisés dans le PMSI par rapport au standard qui est préconisé par HOMOP, c'est-à-dire SNOMED, et que ça pouvait avoir un impact sur la bonne implémentation de ces variables, mais qui reste partageable dans un écosystème français. Euh, 2 variables ne faisaient pas l'objet de préconisation dans le modèle, c'est l'âge, mais on a choisi de pas l'implémenter car il peut être recalculé à partir de la date de naissance. Et concernant le code géographique de résidence, il a été préconisé d'intégrer le dernier code connu, le code lié à un séjour ou à un ACE et l'historique des codes géographiques. Et là, il y a une particularité pour cette thématique, c'est qu'il y a 2 éléments qui ont été complétés, 2 items qui n'étaient pas forcément prévus par le SOC, mais qui paraissent nécessaires pour vraiment décrire le séjour de manière suffisamment précise. C'est le numéro finesse, donc qui correspond au périmètre d'activité, soit du finet juridique, soit du finet géographique, selon la logique de chaque établissement. Ça, c'est vraiment selon les particularités de chaque établissement et la manière dont il fonctionne, et également le type de séjour de visite qui permet de spécifier, selon la classification PMSI, le type de séjour. On parle d'hospitalisation complète, incomplète, ACE et passage aux urgences. Voilà pour le PMSI. Tu peux compléter, Vianney.
On passe à la suivante. Ouais, bah, je vais compléter juste avec un point. Quand tu parlais des terminologies, et ça renvoie au point précédent, c'est surtout de la CCM dont il a été discuté. Donc il y en avait d'autres, mais la CCM, c'est bien identifié comme une terminologie franco-française, d'où l'intérêt de ne pas faire des standards franco-français, parce que là, si on veut passer à l'échelle européenne, il va falloir discuter avec d'autres terminologies. Et je pense que le groupe, il a aussi insisté sur le fait que c'était pas utile d'aller faire des mappings vers des terminologies standards internationales par établissement, mais que ça, c'est une tâche qui devrait être centralisée, et partagée, partageable, et que il est probablement temps aujourd'hui de partager des mappings de cette CCM vers des terminologies standards pour que on puisse avancer sur ce sujet et que ça peut être fait à l'échelle nationale puisque la CCM est utilisée partout et autant ne pas faire les mappings chacun dans son coin. En tout cas, c'est un sujet qu'il faut traiter assez rapidement si on veut que l'implémentation qui soit proposée, elle puisse ensuite s'intégrer dans un écosystème à l'échelle européenne, par exemple. Et les données de biologie, donc là, je vais pas toutes vous les citer, mais globalement, il y en a 23. Donc c'est variable à une autre approche, hein, parce que là, on est dans une sous-catégorie de variables homogènes, donc elles ont toutes été intégrées selon les préconisations du modèle. Donc, et pour les décrire, OMOP utilise les mêmes champs au sein duquel il intègre des codes, des intitulés des unités qui sont propres à chaque variable. C'est Loin qui a été choisi, c'est la terminologie standard utilisée par le modèle, qui est également préconisée au sein de l'écosystème, notamment par le Ségur, je crois. Et du coup, il y a eu un mapping qui a été effectué entre les variables du socle et celles présentes dans le Loin. Il a été choisi de normaliser les unités au format Ukum, en autorisant l'utilisation de dérivés des unités identifiées. Donc, on peut varier en termes de milligrammes, de décilitres par rapport, selon les choix qui sont faits au sein de l'entité et selon les besoins de l'utilisateur de la donnée. En termes de méthode de mapping, donc l'idée était d'identifier les codes Link, les unités qui correspondaient aux items sur la base de sources existantes, donc au sein de documentation proposée par Link, par Athena, par BioLink, et derrière d'évaluer les codes utilisés, le code et unités utilisés dans l'établissement qui utilisent déjà ces codes au sein de leur EDS pour compléter la liste. Donc, en termes de validité des données, le groupe de travail a recommandé d'inclure dans le socle uniquement les résultats qui sont jugés valides localement par les équipes EDS. Donc, s'il y a quand même une vérification à faire, enfin, un choix à faire au sein des équipes de l'EDS de est-ce que le résultat est jugé valide et si l'équipe ne l'estime pas valide, ne l'intègre pas, ne partage pas dans le socle. Pour la biologie, est-ce que tu as des éléments complémentaires? Oui, juste bien préciser pour chaque item, parce que leur définition était assez générale, il peut y avoir un ou plusieurs codes Loïc et que pour identifier les codes possibles, le groupe de travail s'est beaucoup appuyé aussi sur ce qui était réellement présent dans les données en Loïc des différents EDS au regard de ces définitions pour croiser ce qui était commun, différent et essayer d'identifier une source assez large de code disponible. Donc, c'est aussi une forme d'imprécision dans le standard, c'est-à-dire qu'un item correspond à plusieurs codes, mais les codes correspondent à des choses précises. Donc, ça permet d'avoir une information en fait plus précise que ce qui était stipulé dans la liste des items, qui était faite plutôt à dire, on va dire, d'experts métiers. Et donc, quand on se plonge dans les données, il y a des écarts. Et ça reste aussi quand même un sujet de bien vérifier que les codes qu'on met sont bien ceux qui correspondent exactement à l'examen. C'est plus simple quand c'est codé directement par les biologistes à la source. C'est pas si simple quand il faut faire les mappings. Et donc voilà, c'est un sujet sur lequel il faut faire attention. Et les données validées, ça a suscité de nombreuses discussions parce qu'on aurait pu dire non, on met toutes les données, puis c'est charge à celui qui utilise de faire aussi un peu une évaluation, une identification des données aberrantes. Mais à ce stade, il paraissait plus raisonnable de ne pas injecter des données dont on sait a priori qu'elles ne sont pas valides ou voilà, qu'elles n'apporteront pas l'information nécessaire pour répondre à aucune des questions qui pourraient être posées. Mais je pense que c'est discutable. Donc ça a été discuté. Le consensus a abouti à ça, mais je pense que ça ne satisfaisait pas tout le monde. Voilà. C'est sûr. Les données du médicament, qui couvrent à la fois la prescription et l'administration.
Donc les quatre variables ont été intégrées sans trop de problème au modèle OMOP, à savoir qu'on a enrichi les préconisations du modèle pour les spécificités du système français et levé certaines imprécisions, donc, voilà, notamment concernant les médicaments qui sont non structurés et les prescriptions en texte libre. Donc, vous pourrez voir le détail directement dans les livrables. Il y avait quand même un point d'attention sur les terminologies liées aux médicaments. Donc, OMOP utilise RxNorm pour identifier les médicaments, alors qu'en France, on est plutôt sur les concepts UCD. Actuellement, comme pour d'autres terminologies, il n'y a pas vraiment de mapping fiable. Donc, on a choisi de considérer que les champs OMOP sélectionnés pour l'item sont rattachés à la norme UCD. Et par contre, si un jour il faut passer à la norme RxNorm, ça pourra potentiellement créer des ambiguïtés. Là, pour les données du médicament, tu as peut-être des précisions à apporter sur ce sujet, Yann. Non, non, il n'y a pas grand-chose à en dire de Mm. plus, si ce n'est que RxNorm, c'est une norme plutôt américaine au départ, donc elle correspond à des médicaments américains, et que le mapping UCD vers RxNorm est fait en grande partie, mais qu'il y a certains points où ça peut frotter un petit peu, ou en tout cas, c'est pas limpide. Alors, je suis pas expert de ces mappings, il y a des gens, je pense qui sont présents ici, qui pourraient le discuter plus en profondeur. Donc, on voyait pas l'intérêt d'aller vers RxNorm. Il vaudrait mieux trouver un bon standard européen plutôt que se forcer à aller vers un standard américain. Et donc, l'idée, c'était de rester sur les UCD parce que c'est commun à tous les établissements et qu'on reste dans la norme française, que les mappings pourront être faits un peu comme la CCM, de manière centralisée à un moment donné. Et que donc, ça nécessitait quand même de penser à comment introduire UCD comme une terminologie standard ou standard ou non standard d'ailleurs, dans le modèle OMOP pour que ensuite ces données deviennent réellement accessibles au niveau d'OMOP. Donc c'est un travail à faire, de réserver les identifiants de concepts et ainsi de suite. Voilà, il y a eu des discussions là-dessus qui n'ont pas totalement abouti. C'est un sujet qui n'est pas tranché. L'idée pour l'instant, c'était de dire bah, si on doit standardiser, mettez vos données plutôt en UCD. Et puis, on verra, j'ai envie de dire. Il y a encore du travail. Mais l'implémentation répondra à toutes ces questions, c'est sûr. On n'aura pas le choix. Exactement. Je vois qu'il y a une question sur le raisonnement sur les données validées qui a été appliqué à la bio. Est-ce que ça a été appliqué à d'autres champs, notamment pour les comptes rendus de RCP? Je sais pas si Ouais. ça t'évoque Donc quelque j'imagine que c'est les chose. comptes rendus Ouais. Mm. de réunions de concertation pluridisciplinaires, j'imagine. Donc elles font pas partie des items. Et ce sujet a surtout été abordé au niveau de la biologie. Je Mm. ne sais plus dans quel contexte quelqu'un avait fait remonter des situations où on sait par avance que la donnée n'est pas valide. Mais peut-être que si quelqu'un du groupe est là et qu'il veut répondre sur la biologie, pourquoi spécifiquement? Mais je me rappelle que ça a suscité Mm. des discussions. Et sur le poids et la taille, merci de le rappeler, il me semble qu'aussi Mm. ça a été Oui. mentionné. Voilà. Et donc les CR de RCP, si c'est réunion de concertation pluridisciplinaire, parce que ça peut vouloir dire d'autres choses, non, elles sont tout simplement pas intégrées comme un item. Il n'y a pas de compte-rendu en texte libre dans le socle pour l'instant, en tout cas. Merci. Et on arrive à la dernière partie, donc les données cliniques, qui inclut des données de soins, donc taille, poids qu'on vient d'évoquer, et pression artérielle systolique et diastolique, et les données de style de vie, consommation, tabac, alcool, autres drogues, et l'activité physique. Donc, pour ces variables, quatre ont été définies au sein du modèle OMOP, donc taille, poids et la pression artérielle. Le groupe de travail a proposé d'utiliser les concepts standards OMOP de la terminologie LWINC, qui permet de décrire ces items de manière standardisée via des codes dédiés. Il y a également eu un enrichissement des préconisations du modèle pour certaines spécificités du système français et les imprécisions comme pour d'autres, notamment concernant la documentation des algorithmes de traitement de texte libre, la gestion des données invalides, les conditions de mesure des variables. Pour les quatre autres variables, consommation d'alcool, tabac, autres drogues, activité physique, il s'est avéré, et c'est pas vraiment une surprise, je pense, pour vous qui avez des EDS, que les données Sylvie, elles sont pas assez standardisées et pas décrites de manière assez précise pour qu'on puisse directement proposer une standardisation. Donc l'idée là, ça va être de faire des travaux complémentaires auprès de sociétés savantes, d'agences sanitaires, d'établissements pour définir de manière plus précise ces données, les terminologies attendues
pour le socle et derrière pouvoir potentiellement l'intégrer dans un modèle standard. Vianney, tu veux compléter sur ces discussions et après on a deux questions qui nous attendent. Non, rien de plus, mais du coup, je peux répondre sur la question de Guillaume Mm, Chouteau. Je pensais la question était excellente et je pense que simplement là, les discussions n'ont pas été assez loin pour répondre à ce genre de questions. Mais ça mériterait un travail vraiment spécifique sur justement, on a un début de socle, il est standardisé d'une certaine façon. À quelle question pourrait-on vouloir répondre? Celle-là en est une, justement, et être capable de calculer des doses prescrites ou administrées. A-t-on les informations pour le faire? Comment devrait-elle être pour le faire? C'est-à-dire affiner vraiment la façon dont on veut décrire la prescription et l'administration du médicament, au-delà de simplement avoir défini une terminologie et quelques règles un peu de base pour avoir des choses qui soient standardisées. Et je pense que c'est attaquer le problème de la standardisation justement par des questions et des cas d'usage concrets comme cela, ça permet de vraiment alimenter des discussions plus en profondeur. Et ça fait probablement partie de la suite. Et là, la mhm. réponse serait plutôt de dire non, il n'y a pas de recommandation. Et je dirais même que pour l'instant, c'est pas tout à fait mûr. Il faudrait regarder comment les gens implémentent ce standard, du coup, quelles données sont disponibles. Et à partir de là, puis-je calculer des dosages et suis-je sûr de mon résultat? Et sinon, que dois-je corriger dans le standard ou préciser pour avoir des résultats qui soient consistants? C'est vraiment un travail à mener. Donc, ce serait super d'y contribuer, je pense, en le proposant. Bien Je crois noté. ouais, je crois qu'Alban, du coup, a levé la main aussi, semble-t-il. Ah, peut-être donner la parole, oui, je n'avais pas forcément les mains levées. Et si. Alban, vous avez la parole. Ou peut-être que c'était une erreur. Sinon, vous pouvez toujours poser votre question dans le système de questions-réponses. Donc, on est venu à bout de l'ensemble des 51 items du socle. Donc, voilà, c'est une proposition. Et vous pourrez en voir les détails. Et n'hésitez pas, bien sûr, à les challenger hein, avec toutes ces questions. On a dit, on a essayé de faire une première version avec ce qui existait. Euh, Pour les livrables, je vous les enverrai par mail et ils seront diffusés également plus largement sur le site du HDH dans les prochains jours. Il y a une communication encore sur les différents livrables DGT qui est en cours de préparation. Et je vois qu'il y a une autre question concernant l'historisation des adresses. Pourquoi ne pas utiliser les concepts d'observation qui sont datés et standards? Euh, Merci Prosper pour ta question. Et du coup, ça a été complètement discuté dans le GT. Bon, je pense que même la proposition avait été faite. Au stade des discussions, il avait été plutôt identifié que la majorité des EDS, en tout cas des systèmes d'information et des EDS, ils n'arrivaient à capter en fait que la dernière adresse disponible, ce qui n'est pas vrai partout, hein, mais en tout cas dans la majorité, dans les discussions, donc il n'y avait pas d'enjeu à vraiment être capable de traiter aujourd'hui l'historique des adresses. Il s'avère qu'il y a un certain nombre de DS qui sont capables de le faire et que donc ce serait probablement une bonne idée. Euh, euh, de toute façon, on est confronté quand même à un petit problème réglementaire, hein, c'est que le niveau de précision adresse est trop précis, donc on pourrait remonter à l'iris et historiser les iris, mais ça pose tout un tas de questions. Et là encore, c'est là où je vous dis qu'on est vraiment un peu, c'est une étape dans quelque chose qui doit être affiner, il faut aussi un peu valider que peut-on réellement faire, que peut-on partager, que peut-on standardiser et utiliser dans un réseau fédéré, partager, déplacer. C'est toutes ces questions qui vont se poser demain sur les implémentations. Et je crois que c'est cette solution que tu proposes d'utiliser les concepts avec observation et date et standard et de venir y apposer voilà, un concept pour dire que c'est une adresse ou une iris ou un géocodage ou que sais-je. C'est une solution qui est tout à fait possible, qui a été envisagée. Elle paraissait un peu complexe à ce stade, sachant qu'on n'avait pas cette problématique réelle d'historisation et probablement pas la possibilité de réellement intégrer tout ça dans le standard d'un point de vue réglementaire aujourd'hui. Voilà pourquoi. Mais c'est probablement une solution plus viable. Merci beaucoup. Pas d'autres questions. Après, on aura un peu de temps à la fin, je pense, Ah, si. Et comment sera constitué le GT sur les profils Fire pour les EDS?
Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de GT dédié en place. Il y a des discussions, j'en parlerai dans le cadre du comité de suivi. Mais après, si en fonction de l'évolution de ces travaux, il y a des discussions avec l'ANS en ce moment, mais si vous êtes intéressé par le sujet, n'hésitez pas à vous manifester pour que le moment venu, on puisse vous mobiliser. Ce qu'on peut dire aussi, Mm, Prosper, pour compléter, c'est que là, David Wagne a fait le travail quand même sur la base de ce qui avait été décrit dans MOP, de refaire tous les profils Fire correspondants et les guides d'implémentation correspondants. Donc, c'est un des avantages de Fire qui n'a pas été cité, mais c'est que la documentation, elle est inhérente au standard lui-même. C'est-à-dire quand on construit le standard, on le documente. C'est un gros avantage par rapport à produire des documents on va dire, eux-mêmes non standardisés, c'est qu'en Fire, tout est nativement documenté dans un standard de documentation qui est Fire lui-même. C'est un des gros avantages. Donc, il a fait tout ce travail. Je pense que tout ça est mm. accessible. Oui. J'imagine, il faut pas hésiter à revenir vers, via toi, Anaïs, j'imagine, en tout cas Mm, au moins pour faire du lien avec David Wagne, qui pousse pour qu'on travaille sur ce sujet dans le cadre de l'implémentation, qui documente, qui partage des librairies qui on va dire, explique, forme les gens, et donc c'est très ouvert, me semble-t-il, hein. C'est ce que moi j'en ai compris oui. de ce que j'ai suivi. Et ce serait bien que ça avance, parce que sinon, si Mm, les gens s'y mettent pas, alors on pourra jamais se tourner vers potentiellement ce standard, et on sera en retard le jour où il faudra vraiment l'implémenter dans nos EDS. oui, Et puis il y a bien sûr. une remarque très complexe de Catherine Duclos sur le médicament, et je ne me risquerai pas à lui répondre sur les choix qu'il faut faire, parce que je crois que c'est plutôt elle l'experte. Mais effectivement, je pense que IDMP est cité, puis il y a toute la partie référentielle du interopérable sur lequel il faudrait travailler. Et ça, c'est tout le lien qu'on a essayé de faire à un moment donné et qu'il faut faire dans les suites. En tout cas, il faut que tout ça soit lié et qu'on ne travaille pas de façon isolée côté standard pour l'utilisation secondaire et standard pour le soin. Il y a des liens à faire beaucoup plus forts, c'est une évidence. Je milite pour ça depuis un moment déjà. Bien sûr. Merci à tous hein, pour vos questions. Donc pour les prochaines étapes, justement, ces travaux Fire, David Wine est qui a dirigé le sous-groupe dédié a proposé une implémentation, un guide d'implémentation et mis à disposition un répertoire GitHub qui est hébergé par l'ANS. Je vous transmettrai le lien vers tout ça également. Par contre, il y a un enjeu autour des ressources et du soutien à l'ANS pour assurer que cette standardisation elle soit bien en phase avec les exigences et les évolutions nationales et internationales. Et il y a on est en train de travailler, de réfléchir avec David, avec l'ANS, pour intégrer ces éléments de standardisation potentiellement au cadre d'interopérabilité des sites santé. Voilà pour Fire, donc donner Et ces devis. David a mis le lien dans le. Je sais pas Oui, si dans le chat ou les exact. questions, je sais pas si c'est visible par tout le monde, parce qu'en fait, il était connecté. Ouais, Donc, pas voilà. forcément, mais je vais remettre dans le chat. Normalement, tout le monde doit pouvoir y accéder. Je ne manquerai pas de les remettre dans dans le mail récap. Donc pour les données cycle de vie, je mentionnais tout à l'heure qu'il fallait une phase de définition complémentaire. Donc on a commencé à y réfléchir avec notamment les représentants du COSTRAT et Olivier Steichen qui reste mobilisé sur ce sujet. Et l'idée, ça va être de mener des entretiens avec différents représentants, sociétés savantes, pour avoir un premier état des lieux de ce qui se fait et pouvoir amorcer potentiellement de nouvelles réflexions en intégrant les établissements pour savoir comment est-ce qu'on peut standardiser ces éléments. Sur la mise en qualité, c'était un des objectifs. Il y a une démarche qui a été proposée notamment pour les données de biologie, mais c'est encore des travaux qu'il faut poursuivre, des réflexions qu'il faut poursuivre si on veut derrière mettre en œuvre le socle de manière concrète. Donc, ça fera aussi partie des réflexions qu'on doit avoir pour la suite. Et on en parlait également, la gouvernance. Il y a un vrai enjeu de pérennité de la mise en œuvre de ce socle, des choix qui ont été faits, qui seront certainement amenés à évoluer, également parce que les modèles, les standards, les terminologies évoluent également. Donc, il faut que le socle puisse suivre notamment tous ces enjeux autour du lien entre les terminologies standards françaises et internationales. Et donc, il y a des discussions à avoir au niveau national pour désigner une gouvernance pérenne sur ces travaux-là.
Et enfin, on s'est lancé il y a quelques mois dans une démarche d'implémentation de ce socle. Donc, on l'a dit, c'est le fruit d'un travail collaboratif, mais l'étape suivante, c'est de passer de cette théorie à la pratique et d'essayer de voir si on arrive à implémenter localement au sein des entrepôts de santé ce socle. Donc, en février 2025, on a réuni les établissements volontaires pour utiliser ces éléments de standardisation. Et l'idée, c'est de valider les choix du GT dans un environnement réel, identifier des problématiques, des éléments qu'on n'aurait pas forcément traités pendant le GT et voir si c'est effectivement viable. Également, mutualiser les efforts, les ressources liées à l'implémentation en créant des discussions, partageant les bonnes pratiques, des outils, des scripts, des méthodologies, des retours d'expérience aussi, parce qu'il y a des disparités forcément de maturité dans l'écosystème et c'est important de partager ce savoir d'un EDS à l'autre pour pas repartir de zéro et utiliser ce qui a déjà été fait dans la mesure du possible et, si possible, mettre en place des outils de mesure de la qualité des données et d'implémentation commun qui pourraient être mis à disposition de l'écosystème. Donc, on est encore à une phase au tout début de cette phase d'implémentation. On a choisi de se concentrer sur le PMSI dans un premier temps, parce que c'est une des thématiques qui fait déjà l'objet d'une forme de standardisation au sein des établissements. Donc, on se rend compte que voilà, le niveau de maturité de l'écosystème est pas forcément propice à implémenter tout de suite, à faire les tests tout de suite. Donc, on s'adapte un peu. On capitalise notamment sur l'expérience de ceux qui ont déjà implémenté en OMOP. Et l'idée, c'est de maintenir ces discussions, d'identifier des points d'arbitrage et d'avancer au fur et à mesure dans l'implémentation de socle et voir comment on peut résoudre les problématiques et les points qui, qui resterait un peu bloquant pour l'avancée du socle en lui-même. Voilà pour les suites. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que Vianney, tu veux compléter des éléments sur les perspectives du GT? Oui, alors juste un point, parce que du coup, tu disais que ça démarre doucement les implémentations et que c'est lié à des niveaux de maturité différents. En fait, je ne suis pas sûr que ce soit lié uniquement à des niveaux de maturité différents. Je pense que c'est lié aussi au temps dédié Mm. disponible pour faire les choses. Donc, implémenter ce socle dans OMOP, c'est pas quelque chose d'irréalisable, d'insurmontable. Le faire en Fire, on va dire, il y a une petite étape en plus, encore qu'avec des guides d'implémentation bien faits, peut-être quelques API pré-implémentés, on devrait y arriver. Mais c'est surtout le temps dédié. Et ça pose typiquement la question aussi derrière des financements des EDS, aussi pour cette standardisation, mise en qualité des données. Je pense que c'est très important parce qu'on n'y arrivera pas s'il n'y a pas des personnes identifiées sur lesquelles on dégage du temps, avec des moyens pour faire ce travail. La plupart des gens qui ont déjà implémenté en HomeOp l'ont fait parce qu'ils ont intégré des réseaux pour lesquels ils ont obtenu des financements, ce qui leur a permis de faire ce travail. En tout cas, ça, c'est assez clair. Et donc, je pense qu'il faut dire ça aussi. C'est pas qu'une question de maturité, c'est aussi une question de capacité à dégager du temps dans des EDS qui ont leur propre quotidien, qui ont des projets, souvent dans le cadre de la l'AP, avec des jalons à franchir. Et vous le savez très bien aussi côté HDH. Et donc, il y a ce quotidien qui impose un peu d'avancer et donc on fait sur le temps qui reste pour ce genre de travaux. Je pense que Et ça a un impact important. ouais, c'est aussi l'objectif de ce comité, hein. Le GT standardisation a été assez intense en termes de rythme et a beaucoup mobilisé. Et c'était très appréciable, mais on sait que ça a demandé des ressources assez importantes. Donc là, l'idée pour ce comité, c'était aussi de s'adapter aux besoins et au rythme des entrepôts. Donc c'est aussi pour ça que voilà, il y a ce rythme qui est plus lent forcément sur ce comité de suivi, mais qui correspond plus à la réalité du terrain. Il y a une question de Prosper qui Oui. parlait Alors, je ne sais pas dans quel sens c'est posé la question. Ce qui est sûr, c'est que pour ceux qui implémentent aujourd'hui, ils n'intègrent tout simplement pas dans l'implémentation toutes les variables qui ne sont pas nativement autorisées dans leurs EDS. Et donc, la contrainte réglementaire s'impose d'elle-même puisque
les variables ne sont pas directement dans les EDS, ou en tout cas pas liées directement aux données cliniques. C'est lié au référentiel et à son implémentation, et donc de fait, elles ne sont pas présentes et pas standardisées. Et après, si des questions réglementaires doivent être résolues, elles doivent être résolues par ailleurs et discutées par ailleurs, et ensuite l'implémentation viendra. Donc là, aujourd'hui, il y a des, à dire, on va dire, d'experts métiers, il y a des gens qui ont dit qu'il fallait telle information, dire qu'il faut le NIR dans le socle commun pour faire le chaînage, c'est probablement pas une bonne idée de le présenter comme ça. Il faudrait le NIR par ailleurs et la capacité de faire les chaînages dans des, voilà, dans des processus standardisés, autorisés, validés. Et donc, non, le NIR, en fait, faire cette table, ça voulait surtout dire, par exemple, que la donnée, le NIR ou l'INS ou l'identifiant unique du patient, il est ailleurs. Il est certainement pas dans le standard HOMOP, c'est un autre sujet, le chaînage. Voilà. Euh, je peux répondre que comme ça. Je sais pas si ça répond pleinement à la question. Mais de fait, l'implémentation montre que ce qui n'est pas présent parce que c'est interdit ne sera pas présent dans le standard. Mais ça, c'était une évidence. Voilà. Une autre question qui évoque BOAS, notamment, qui intègre un algorithme de standardisation du SNDS vers OMOP. Est-ce issu des travaux du groupe? Non. Mais par contre, on demande également si on a suivi les mêmes techniques dans le cadre de ce GT. Pour la partie PMSI, effectivement, il y a eu un lien qui a été fait avec ces travaux-là. C'est Axel Menu du HDH qui est parti récemment, qui a mené le sous-groupe dédié. Donc, elle est effectivement repartie des travaux qui avaient été déjà faits au sein du HDH, notamment pour l'homopilisation du SNES. Ça a servi de base de travail hein, pour les propositions du groupe, mais après, le groupe de travail a fait ses choix et a peut-être des fois affiné et peut-être aller plus loin sur certains éléments, mais c'est bien en lien. Et d'ailleurs, c'était intéressant, hein, puisqu'il y avait plusieurs implémentations, dont celle-là qui avait été présentée. Et, à travers les discussions et la nécessité d'obtenir un consensus, les choix qui ont été faits dans le groupe standardisation n'étaient pas tout à fait ce qui avait été fait côté SNDS vers HOMOP CDM. Donc, on voit bien que quand bien même on a un standard HOMOP dont on dit qu'il est très figé, très structuré, on voit qu'il y a plusieurs interprétations possibles. Je ne sais pas si une est bonne ou une est mauvaise, peu importe. C'est plutôt le consensus qui fait qu'on a divergé un petit peu. Mais Mhm. c'était des discussions très intéressantes. Bon, pas de nouvelles. Après, bien sûr, je pense qu'il va y avoir une phase de lecture de tous ces livrables qui va vous prendre un certain temps. Donc, comme on l'a dit, n'hésitez pas à nous faire vos retours sur le contenu, les problématiques que vous relevez. À savoir que ces livrables, ils remettent pas vraiment en cause le contenu du socle. On a souvent des demandes nous disant tel item serait super à intégrer dans le socle, tout ça. C'est des choses qu'on prend en compte, mais qu'on ne pourra pas forcément mettre en œuvre dans l'immédiat, étant donné que l'idée là, c'est déjà de mener à bien pour cette première version du socle une implémentation la plus aboutie possible. On n'exclut pas de mettre à jour le socle, mais bon, avec toutes les propositions qu'on a, on pourrait faire un socle avec des milliers d'items. Donc voilà. Si vous avez des retours là-dessus, bien sûr, on les lira et on les notera, mais n'hésitez pas surtout à nous faire des retours sur le fond, sur la standardisation qui a été proposée pour déjà ces 51 items. Euh, Par mail, je vous renverrai un message normalement à tous les participants. J'ai vos adresses mail pour vous transmettre le replay, les liens vers les livrables, les liens notamment vers les travaux sur Fire. Et voilà, comme ça, vous aurez tout à disposition. Et si vous êtes intéressé par certains travaux, n'hésitez pas également à vous manifester. On est toujours preneur de participants et de contributeurs à ces travaux qui sont particulièrement complexes. Je vais remercier Vianney pour son expertise hein, tout au long de cette session qui vient compléter mes capacités de restitution et également tous les membres du GT qui ont contribué à l'aboutissement de cette première version des travaux. Donc, merci à tous et merci pour votre attention cet après-midi. À bientôt et bonne fin de journée. Merci beaucoup, au revoir. Merci, Au au revoir. revoir.